regardez New World Info, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité. Au Togo, l'actualité sociopolitique récente est marquée par une série d'appels à manifestations. Dans cette dynamique, des mobilisations publiques ont été annoncées à l'initiative d'influenceurs soutenus par certains acteurs politiques et de la société civile. Ces actions ont été rendues publiques sans notification préalable aux autorités compétentes. Manifestations publiques, quel enjeu? Mais surtout, quelles limites? On en parle avec notre invité, Didier Nourdine Alou. Bonsoir et bienvenue. Bonjour Charlotte Guézéré, merci pour l'invitation. Vous êtes le directeur général du cabinet d'études Africadev. Justement, vous avez travaillé sur cette thématique. On va en parler en long et en large durant cette émission. Mais d'abord, en tant que spécialiste de la communication d'impact, comment analysez-vous le rôle croissant des influenceurs dans les mobilisations socio-politiques, comme on l'a pu observer dernièrement au Togo? D'abord, disons qu'il y a nettement une différence entre être entendu, être visible numériquement et être suivi et pouvoir drainer du monde au fin d'exécuter un plan d'action. Ce qu'on a pu voir avec les influenceurs qui ont appelé, en tout cas pour le cas togolais, c'est une mobilisation qui s'est plus déroulée sur les réseaux sociaux. Alors, sur le terrain, l'impact a été moins visible et que les populations ou la jeunesse n'ont pas véritablement suivi le mot d'ordre. Et cela peut s'expliquer par plusieurs raisons. Et justement, comment comprendre cela? Oui, d'abord, la première raison pourquoi leur mobilisation n'a rien donné, ça tient d'abord à la nature elle-même des appels à manifestation. Et il y a trois raisons à ça. La première raison, c'est le manque d'adhésion. Il y a beaucoup de jeunes et même de populations qui ne trouvent pas cela pertinent, qui ne voient pas que c'est nécessaire dans le contexte et dans les circonstances actuelles d'investir les rues pour rechercher un quelconque basculement que ce soit. Donc il y a le manque d'adhésion. Ensuite, il y a la peur de se faire réprimer, il y a la peur de se faire également blesser, il y a la peur de se retrouver nez à nez avec des forces de l'ordre qui n'auront aucun pitié pour vous. Et puis la troisième raison, c'est l'hésitation d'une frange de la population. Mais ce qu'il faut noter, pourquoi le mouvement n'a pas prospéré, ça tient surtout à la crédibilité de ceux qui appellent à manifester. Ça tient aussi à un défaut criard de patriotisme et aussi de citoyenneté visible dans leur communication. Leur communication a beaucoup d'insuffisances puisqu'on a pu voir certaines... Justement, vous, en tant que spécialiste, quelles sont ces insuffisances qu'on pourrait relever dans la démarche? Bien sûr, vous avez vu que certains blogueurs ou influenceurs, comme on le dit, appellent carrément à la haine, appellent à des exactions, appellent à des soulèvements contre des ethnies données. Tout ça, ça ne fait pas très bien harmonie. Tout ça, ça ne fait pas cohésion sociale. Tout ça, c'est des récits qui mettent en avant le chaos. Et ces genres de récits n'ont pas d'écho favorable au sein des gens bien réfléchis, c'est-à-dire pour des gens qui sont quand même soucieux de vivre dans un pays paisible. C'est vrai, on peut avoir des revendications, mais on ne peut pas céder à toutes les sirènes qui en appellent à la haine, à la désobéissance et à la tombée des institutions dans une république. Donc, c'est tous ces facteurs mélangés qui ont fait que, évidemment, que dès le début, ces appels à manifestation ne pouvaient vraiment pas prospérer. Et puisque nous parlons d'influenceurs numériques et de blogueurs, ce sont quand même des acteurs qui mobilisent des millions d'abonnés sur leurs différents réseaux sociaux. Dans ce cas, peut-on parler d'une nouvelle forme de leadership d'opinion en ligne? Oui, bien sûr. Il y a une nouveauté dans ce qui s'est passé, dans ce qu'on a vu, c'est la capacité de ces influenceurs à pouvoir se faire entendre. Ils n'ont pas forcément une grande capacité à pouvoir mobiliser visiblement sur le terrain, à avoir de l'impact sur le terrain. Mais par contre, là où ils ont de l'impact, c'est leur capacité à pouvoir s'entendre sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est des gens qui savent se faire entendre hors des moyens
et des structures classiques, traditionnelles qu'on connaît, telles que les partis politiques, telles que les associations de jeunesse, telles que, par exemple, les médias. Donc, c'est des gens qui sortent carrément de ce cadre, qui se sont saisis de ces nouveaux outils, évidemment, de ces nouveaux moyens de communication pour effectivement se faire entendre. Donc, c'est vraiment une nouveauté qu'il faut prendre en compte dans ce qui se passe. Mais qu'est-ce que cela change dans les dynamiques traditionnelles de mobilisation, quoique numérique? Oui, ce que ça change, c'est la rapidité dans la propagation de l'information. Et ça change aussi quelque chose dans la quantité ou le nombre de personnes qui peuvent entendre leur message. Et peu importe aujourd'hui là où vous vous situez sur la planète, vous savez qu'il y a quelque chose qui se passe quelque part dans un pays africain qu'on appelle le Togo. Mais évidemment, comme je le disais, leur appel à manifestation ont beaucoup d'insuffisance. Vous avez vu que souvent aussi c'est le pays qui est mal vendu. C'est l'image du pays qui est traînée dans la boue. C'est l'image du pays qui n'est pas mise en avant. Vous savez que le gouvernement togolais fait beaucoup d'efforts pour rendre la destination Togo une destination viable, pour appeler les partenaires au développement et le gouvernement travaille également à mettre un cadre, un climat des affaires favorable. Donc c'est une chose, ce qui se passe au sein de cette catégorie de jeunesse, c'est des gens qui veulent quelque chose, mais qui n'analysent pas bien les méthodes qu'ils utilisent. Ces méthodes viennent empirer la situation qu'ils sont en train de dénoncer. Parce qu'en réalité, lorsque vous vendez mal l'image de votre pays, lorsque vous mettez des récits qui noircissent non seulement la démocratie, mais la destination, vous créez du tort donc, au pays. Donc ces jeunes-là, non seulement ils créent du tort à leur pays, mais ils créent du tort à eux aussi. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils disent n'est pas vrai ou que tout ce qu'ils sont en train de revendiquer tout n'est pas forcément mauvais. Il y a des choses. On peut y accorder une forme de légitimité à certaines revendications. Bien sûr, quand ils disent, par exemple, que le pouvoir a déjà fait 20 ans, quand ils disent que le parti au pouvoir a déjà 56 ans, ce sont des faits, ce n'est pas faux. Tout ça, c'est des vérités. Maintenant, c'est un autre débat. Est-ce que c'est la durabilité du pouvoir qui rend son action inefficace, ou est-ce qu'ils pensent que lorsque le pouvoir en place va partir ou va tomber, est-ce qu'ils sont sûrs d'avoir les solutions à leurs problèmes? Maintenant, ça c'est un autre débat et on peut en parler tout au long de cette émission. Dans le cas togolais, certains influenceurs, dont ceux dont on parle, ont appelé à manifester, mais sans avoir préalablement demandé une autorisation à manifester. Mais cela relève-t-il d'une communication efficace ou d'une démarche finalement irresponsable? Bon, d'abord, ce sont des groupes, ce ne sont pas des groupes ou des mouvements constitués qui sont reconnus, qui sont légaux, et ces mouvements n'ont pas une base juridique. Donc, d'abord, ce ne sont pas des mouvements qui ont des visages. D'où la difficulté de s'adresser à l'autorité compétente. Oui, mais d'abord, ça, c'est une première difficulté. Mais surtout, l'autre difficulté, c'est que ces gens ne sont pas forcément dans une logique de dialogue ou dans une logique de manifestation classique. Ils ne sont pas du tout dans une logique de revendication, c'est-à-dire d'avoir une feuille de route, d'avoir une revendication et d'aller les porter devant les autorités compétentes. Ils ne sont pas du tout dans cette logique. Et donc, c'est des gens certainement qui se disent qu'à partir de ce moment, ils n'ont pas besoin d'autorisation. La preuve, ils ne sont même pas... C'est après qu'on a commencé à leur attribuer le nom de M66, si je ne me trompe pas. Mais dès le début, ce n'est pas des gens qui ont un nom, c'est des citoyens essentiellement basés à l'étranger et qui portent des revendications, mais qui en parlent mal, qui communiquent mal, qui, au lieu de faire des messages qui ont des contenus, qui ont des chiffres, qui ont des arguments, diffusent plutôt des messages ou truffés d'injures, parce qu'en réalité, n'oubliez pas que quand vous venez vous tenir debout devant quelqu'un et que vous voulez vous faire entendre, quand vous commencez par l'injurier, il ne vous écoute pas du tout. Donc, il aurait fallu que ces gens soient structurés, organisés,
et avoir des messages qui sont débarrassés d'injures, d'appels à la haine et à les actions, mais qui vont venir poser des problèmes sérieux et se faire entendre correctement. Donc, ça fait aussi partie des insuffisances de leur mouvement et qui fait que le mouvement ne peut pas prospérer. Justement, en matière d'éthique, vous l'avez reconnu dès l'entame de cette émission, la capacité de mobilisation, d'influence de ces acteurs, c'est un fait. Plus de 40 000, 30 000, voire 50 000 abonnés connectés pendant les lives. Mais quelles sont, selon vous, alors, les responsabilités éthiques et sociales des influenceurs lorsqu'ils arrivent à mobiliser autant de personnes et surtout lorsqu'ils abordent des sujets sensibles, notamment sur le champ politique? Absolument. Lorsque vous êtes influenceur et que vous avez quand même ce grand nombre d'abonnés qui vous suivent, c'est une occasion formidable pour faire passer la citoyenneté et la responsabilité. C'est-à-dire que on ne peut pas venir devant, pendant que vous avez un si grand auditoire, des gens qui vous suivent, un si grand nombre de followers qui vous suivent, venir donc diffuser des messages de haine, des messages d'injures, etc. Il faut profiter justement de ces occasions. Mais pas que, on peut noter également parfois des fake news. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est un peu les fake news. Ils ont même utilisé des méthodes d'IA d'intelligence artificielle pour faire croire, pour faire passer des messages qui ne sont pas du tout vrais. Donc, en réalité, c'est des gens qui parfois portent des revendications qui sont légitimes, mais qui ne savent pas donner un contenu et mettre une dose de citoyenneté et de patriotisme dans leur langage de communication. Et ça fait partie des insuffisances. Encore une fois, quand vous avez des si grand nombre d'abonnés qui vous suivent, il faut dire des choses qui sont vraies. Il faut dire des choses qui n'impactent pas négativement la cohésion sociale. Il faut dire des choses qui n'incitent pas au chaos et à la déliquescence de toutes les politiques qui sont appliquées dans le sens du développement et dans le sens de l'enracinement des institutions de la République. Et Paul Valéry a dit, si l'État est trop fort, il nous écrase tous, mais s'il est trop faible, nous périssons tous. Et je crois qu'en pareille circonstance, le gouvernement togolais a adopté la posture qu'il fallait, c'est-à-dire qu'il faut sauvegarder la nation, le pays, adopter une posture où l'État est debout, où l'État assure la sécurité de tous, où l'État maintient le cadre patriotique et citoyen pour permettre à chacun de vaquer à ses préoccupations. Et dans ce contexte, on peut manifester, on peut avoir des revendications, on peut avoir des choses à relever, mais tout ça doit se faire dans le cadre légal. Et c'est aussi de la responsabilité des citoyens. Justement, c'est ça. Ça fait partie de la responsabilité. On peut dénoncer, mais en ne cherchant pas à faire tomber l'État ou à faire tomber le pays tout court. Donc, encore une fois, ce ne sont pas des manifestations qui pouvaient effectivement aboutir à quelque chose de sérieux. Je rappelle d'ailleurs, vous me permettrez de rappeler que nous, au niveau donc, de Africa Dev, nous avons mené une étude dans ce sens et que nous disposons également d'un baromètre qui sert à mesurer les tensions sociales dans la plupart des pays de la CEDEAO et même de l'AES. Je rappelle que pour le cas togolais, le baromètre s'est élaboré sur une échelle de 7,5. Et ce qu'on a vu là passer ces derniers mois, le curseur est monté jusqu'à 3 parce que nous l'avons surveillé, c'est monté à 3. Le seuil critique, c'est à partir de 6,5. À partir de 6 et 7, c'est que plus rien ne tient debout. Et Dieu merci que nous ne sommes pas arrivés à ce stade. Alors, justement, on va aborder les résultats concrets obtenus à l'issue de cette étude. Mais en même temps, revenons sur cette tendance actuelle. Le Togo, avec aujourd'hui l'impact, ou sinon l'influence des blogueurs et acteurs sur les réseaux. Le Togo en a, on va dire, un peu payé les frais, mais pas que. Au-delà du Togo, on a pu voir cela également en Guinée, en Côte d'Ivoire, même dans l'AES. Mais quel regard d'experts en communication portez-vous sur ce choix que les jeunes en font de plus en plus pour se faire entendre? Non, je crois que les jeunes utilisent les moyens qui sont disponibles en leur temps. C'est fondamentalement ça. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont disponibles et sont un moyen... Mais quelles peuvent être les limites? Bien sûr, ils sont un moyen extraordinaire pour la jeunesse de pouvoir
de pouvoir se faire entendre hors des cadres traditionnels, comme je viens de le dire. Mais ce qu'il faut, d'ailleurs, n'oubliez pas que ce sont les pays eux-mêmes. Quand vous prenez le Togo a travaillé pour une connectivité Internet extraordinaire. Ça fait partie, le Togo fait partie des pays qui ont un taux de pénétration Internet les plus appréciables, en tout cas dans la sous-région. Ça, c'est une avancée qu'il faut mettre à l'actif du gouvernement. Donc, ça veut dire que c'est une bonne chose, c'est un outil qui permet de communiquer et qui facilite les activités et l'information. Mais ce qu'il faut dénoncer ici, c'est le manque de responsabilité et le manque de citoyenneté, le manque de patriotisme qui caractérise l'usage de ce moyen de communication par la jeunesse. Donc ce qu'il faut faire ici, c'est la jeunesse qu'il faut sensibiliser. Et d'ailleurs, c'est dans ce cadre que, compte tenu des observations qui sont issues de notre étude à nous, et au niveau de Africadev, nous avons imaginé un projet qui est intitulé Togo, pays attractif et une jeunesse dynamique, parce que 42% de la population togolaise a moins de 15 ans. À moins de 15 ans. Et les 25 ans représentent 39% de la population. Donc ce n'est pas rien. Donc c'est un pays qui doit compter sur sa jeunesse, parce que c'est une main-d'œuvre extraordinaire et c'est la relève de demain. Donc c'est une jeunesse qu'il faut plutôt sensibiliser. C'est vrai, l'État doit adopter sa posture rigide, mais derrière ça, il faut quand même être maniable d'un côté, sensibiliser la jeunesse. Donc nous, notre projet vise justement à parler à la jeunesse, vise à les outiller, à leur faire comprendre le cadre légal d'abord de l'usage des réseaux sociaux dans le pays où ils vivent, et à leur faire voir le bien fondé de comment ils peuvent utiliser justement cet outil extraordinaire pour d'abord eux-mêmes s'informer non seulement sur ce qui se passe dans leur pays, s'informer sur les activités qu'ils sont en train de mener ou les études qu'ils sont en train de faire eux-mêmes, et de comment ils peuvent donner une bonne image de leur pays et sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, si vous suivez bien ce qui se passe, vous avez bien fait d'évoquer le cas de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Sénégal, de l'AES. Et toutes les jeunesses aujourd'hui se saisissent de ces outils, mais il faut les sensibiliser. Et le cas togolais est un cas vraiment spécial, parce que dans tout ce que vous venez de citer comme exemple, la Côte d'Ivoire, la Guinée et autres, je ne suis pas sûr que le cas togolais soit vraiment le cas le moins criard. C'est-à-dire qu'au Togo, et les jeunes ont franchi des Rubicons dans l'usage des réseaux sociaux. Aujourd'hui, les jeunes n'ont plus de respect à rien du tout. Ni les institutions, ni les autorités, ni les autorités religieuses, c'est-à-dire les religieux, les pasteurs, etc. Les jeunes n'ont même plus de retenue à critiquer les gardiens de la tradition, c'est-à-dire la chefferie traditionnelle. Alors, tout ça, ça ne ressemble pas du tout aux Togolais et à l'Africain que nous sommes. Et l'Africain, il est autorisé justement à revendiquer, à relever des insuffisances de sa société, mais pas à venir sur les réseaux sociaux, à insulter les oreilles d'un ministre, à insulter le nez d'un président, à insulter le derrière du papa de quelqu'un, vous me permettez ces termes, parce que c'en est trop. Donc cette jeunesse aujourd'hui a besoin d'être sensibilisée. Et voilà pourquoi Africadev a imaginé ce projet pour lequel justement nous cherchons le financement pour son déroulement. Justement, allant toujours dans le sens des résultats de cette étude datant de juin-juillet 2025, tout récemment, en termes justement de résultats à l'avenir, comment créer selon vous un cadre de dialogue inclusif entre influenceurs, acteurs politiques, on va dire autorités et citoyens, pour prévenir justement à l'avenir ces confrontations? D'abord, j'aimerais quand même m'acquitter d'un devoir, celui de faire comprendre à vos téléspectateurs que les résultats de nos études ont bien classifié la priorité de la jeunesse togolaise. Et les jeunes Togolais, dans leur grande majorité, ne sont pas forcément portés sur la chute des institutions et sur la déliquescence de l'autorité publique. C'est sur la chute de l'État.
ce n'est pas ça leur préoccupation première. Ça, c'est cette réalité, beaucoup de jeunes la mettent en 3e ou 4e position. Ce que les jeunes veulent principalement dans le cas togolais, c'est plus d'opportunités. Leur première préoccupation, c'est plus d'opportunités, plus d'emplois décents. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas d'emploi pour la plupart. Bon, c'est vrai que beaucoup n'ont pas d'emploi. Mais ceux qui en ont aussi pensent qu'ils n'ont pas un emploi décent. Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième préoccupation de la jeunesse ici, c'est justement le manque de justice sociale. Parce qu'ils pensent qu'aujourd'hui, quand tu n'as personne, quand tu as des soucis, tu vas dans une cour, dans un tribunal, dans un commissariat, etc. Tu n'as pas beaucoup de chances d'être mis dans tes droits. Donc tous ces faits-là, c'est des faits réels qui méritent que les autorités se penchent là-dessus. Ce ne sont pas des faits qu'il faut balayer d'un revers de main. Je vous donne un exemple. Les jeunes ont des difficultés, beaucoup en tout cas, ont des difficultés à se faire établir des pièces d'identité et des passeports, à avoir des visas. Bon, donc c'est des questions qui sont réelles. Et je vous donne l'exemple, par exemple, ça fait quand même 4 mois que moi-même j'ai appuyé un neveu pour avoir son permis de conduire. Et jusqu'à 4 mois, les résultats ne sont toujours pas sortis. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Mais je pense que dans un pays, un État qui a tous les moyens, en moins d'1 mois, on peut sortir les résultats. Parce que l'État, ce n'est pas un boutiquier, ce n'est pas n'importe qui. Si l'État a besoin de vous donner votre permis en 24 heures, si vous passez le test et que vous réussissez, l'État est capable de vous accorder le document. Donc l'État est puissant. Donc l'État doit mettre sa puissance, pas seulement pour réprimer, mais aussi pour satisfaire les citoyens. Aujourd'hui, il faudrait que les Togolais ou les jeunes Togolais bénéficient de certaines mesures que personne d'autre n'a. C'est-à-dire, c'est parce qu'ils sont Togolais qu'ils ont le droit, ou parce que tu vis à Lomé, tu vis à Dapan, tu vis sur le territoire togolais, que l'État, juste pour ça, que l'État t'octroie ce privilège. Est-ce que vous voyez? Donc l'État est puissant, l'État peut vous écraser. Mais pas seulement dans la répression, mais l'État doit déployer aussi sa puissance pour satisfaire les revendications et les besoins des jeunes. Maintenant, pour répondre précisément à votre question, ce qu'il faut faire, il faut instaurer un cadre légal et clair, c'est-à-dire qui est accessible, qui garantit les libertés tout en encadrant les manifestations et les rassemblements publics. Il faut sensibiliser la population à ses droits et ses responsabilités, notamment via l'éducation civique de l'information numérique surtout. Et il faut promouvoir le dialogue entre les citoyens, les autorités et les forces de sécurité pour prévenir les malentendus et négocier les modalités d'action publique. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on peut faire. Et puis on peut également développer des mécanismes de contrôle et de recours des abus. Si quelqu'un se sent abusé, il faut qu'il y ait un endroit où l'État l'écoute. Il doit y avoir un centre d'écoute où quand je suis... Un numéro vert, par exemple. Un numéro vert, quand je suis lésé, je dois être capable, l'État doit me soutenir. Quand un Togolais est lésé, il faut qu'il y ait quelque part où il puisse aller se plaindre et qu'il doit y avoir une structure qui vérifie ça, qui voit que tel citoyen est lésé dans tel dossier, dans telle affaire et corriger ça. Donc c'est tout ça qui fait partie du ressort de l'État central. Et comment une campagne de communication d'impact bien pensée pourrait encourager une participation citoyenne responsable dans un contexte comme celui-ci? Absolument. Ce qu'il faut faire pour une campagne efficace, c'est d'élaborer des messages clairs et accessibles, utiliser un langage simple et éviter le jargon technique et illustrer des enjeux concrets. C'est-à-dire qu'il faut monter des communications sectorielles et ciblées sur les différentes couches socio- et professionnelles, surtout la jeunesse qui a l'instrument, le numérique dans sa main et qui semble ne pas très bien l'utiliser. Donc c'est ce qu'il faut faire essentiellement. Et puis ce qui est important aussi, et on parle souvent de la sensibilisation de la jeunesse, sensibilisation des couches socio-professionnelles, sensibilisation... Il est certain que des initiatives existent déjà, mais qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut amplifier? Est-ce qu'il faut renforcer? Il faut amplifier, il faut renforcer. Mais il y a un point très important que je suis en train d'aborder, c'est qu'aujourd'hui, personne ne sensibilise les autorités.
On pense que parce que les gens sont autorités responsables, ils n'ont pas besoin qu'ils sont au-dessus de la mêlée et qu'ils n'ont pas besoin d'être sensibilisés. Non, 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 ce n'est pas vrai du tout. Tout le monde a besoin d'être sensibilisé, pas seulement la population. Mais même les autorités ont besoin d'être sensibilisées. Ça fait partie des solutions que nous, à Africa Dev, nous suivons. Le Togo a une tradition de séminaire gouvernemental, oui, bien qui sûr, sert de cadre, justement. Absolument, c'est des démarches qu'il faut féliciter et accroître et développer des mécanismes à ce sujet et savoir avec les nouveaux défis, parce qu'il y a des nouveaux défis. Avec les nouveaux défis que nous voyons et aujourd'hui, avec ce qu'on a pu observer au niveau des manifestations, ça veut dire qu'il y a des nouveaux défis qu'il faut intégrer, qu'il faut prendre en compte dans les sensibilisations. Maintenant, au-delà de tout ça, ce qu'il faut pour rendre l'action gouvernementale ou l'action publique plus impactante, c'est justement une bonne dose de patriotisme. Parce qu'en réalité, dans un pays, le Togo ne manque pas de tests. Et le Togo a de très bons tests. Le Togo a des mécanismes vraiment qui sont très avancés sur beaucoup de pays. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, le meilleur changement dans une vie vient de l'intérieur. Il faut que le changement vienne de votre cœur. On peut vous bombarder de tous les messages de sensibilisation, on peut vous mettre tous les panneaux d'affichage, mais si vous-même, vous ne prenez pas conscience que vous devez changer votre manière de faire, alors ça n'aboutira pas. Donc, c'est bien de sensibiliser les jeunes, mais quelque chose doit changer aussi au niveau donc des administrateurs, des autorités, c'est-à-dire c'est bien de réprimer, mais derrière les rideaux, c'est important d'aborder les vraies questions. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Dernière question, quel conseil donnerez-vous aux jeunes en leaders d'opinion et créateurs de contenu engagés dans les causes sociales ou politiques? Bon, mon conseil pour eux essentiellement, c'est de mettre en avant le Togo. Dans leur création, dans les contenus, vendre la destination mieux Togo. Vendre la destination Togo et que leurs contenus doivent être teintés d'une bonne dose de patriotisme et de citoyenneté. Parce que ce qui nous permet d'aller vers le développement, c'est un cadre social stable, dans une cohésion. Et ne pas appeler à la haine, ne pas injurier, et ne pas appeler à la désobéissance et ne pas appeler à la chute des institutions. Bien qu'on soit à la fin, vous me permettrez. Moi qui suis directeur de Africa Dev, j'observe depuis des années les coups d'État dans plusieurs pays. Mais je peux vous dire aujourd'hui que les coups d'État n'ont jamais été une solution dans un pays. La chute des institutions, ce n'est jamais une solution. Ce que les gens ne savent pas, si les institutions chutaient, si le cadre est légal et s'effondre dans un pays, ce qui se passe est grave. C'est-à-dire aujourd'hui, ce que cette jeunesse est en train de manger aujourd'hui et qu'il est en train de dire que c'est insuffisant, c'est tout ça qui part aussi. Parce que tous les financements sont aux arrêts. Les investisseurs fuient le pays et c'est la débandade. Et puis, au pire des cas, ça va être l'approfondissement de la pauvreté. L'État va se fondre complètement, l'économie va partir en déliquescence complètement, et puis ça va être l'émergence de l'insécurité. Et n'oubliez pas que nous sommes déjà dans un contexte où le risque du terrorisme est élevé. Voilà pourquoi il faut sensibiliser la jeunesse, les autorités, les forces de l'ordre à continuer à garder un cadre légal debout pour que le pays continue à marcher vers un développement harmonieux. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous également de nous avoir suivis dans l'invité du jour.